pasteur, c'est quelqu'un qu'on cite régulièrement, dont on parle régulièrement. Son travail est utilisé comme référence par rapport à la question de la masse, la question du creusement, la formalisation du vide, l'organisation du vide, et tout ça dont il a une réelle maîtrise. Et ce qui est formidable, je trouve, chez lui, c'est que malgré, ou plutôt avec, son écriture architecturale, son langage architectural si personnel et si singulier, il y a toujours dans ses projets la présence de la modernité et de la tradition. Et c'est en même temps une caractéristique qui est très présente dans cette école portugaise. Là, on aime aussi pour ça. Sans doute qu'on ne doit pas être très loin du régionalisme critique. Voilà, je vais laisser la parole à Emmanuel. Merci. Bonjour à tout le monde. Je dois vraiment remercier, je suis vraiment content d'être ici. Bon, j'ai des nouveaux amis, des vieux amis, des compagnons de route. Et je vous remercie vraiment pour votre présence. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé à organiser ça d'une façon un petit peu différente. J'ai pensé à commencer pour vous montrer plusieurs et son 5 participations à la Biennale de Venise, pas pour vous montrer le travail à la Biennale de Venise, mais pour vous parler des préoccupations qu'on a eues, alors que c'est chaque préoccupation sous la statue qu'on a traduit dans une participation à la Biennale de Venise. Après, je passe à petits projets, à des matériaux différents, de bois, briques, béton, blanc, ça ne va pas. Et après, je montre 2 projets. Et après, je termine avec ce qu'on a maintenant dans le bureau, les amusants, vous voyez, des zones, encore des endroits très étranges, des projets drôles qu'on fait à ce moment-là, ou drôles, différents qu'on fait à ce moment-là au bureau. Alors, je commence par les Biennales de Venise. Alors, 2010, notre grande préoccupation était cette idée d'indépendance en volume et en espace. Pour nous, ça c'est quelque chose qu'on peut traduire dans cette image de l'église de San Carlino de Borromini à Rome. Et c'est très intéressant cette idée qu'on voit en cube, en pierre de l'extérieur, et après on entre, on a cet espace baroque extraordinaire. Et cette idée qu'on a une certaine indépendance, ou qu'on a la possibilité d'avoir une indépendance entre en volume, une présence et en espace, nous a beaucoup intéressés. Et on a fait cette installation qui avait 8 différents projets, mais les 8 différents projets étaient toujours représentés par un livre et en une volume. Alors c'était cette préoccupation de 2010, je ne me rappelle pas. Bon, ici c'était Radix, on a passé à cette préoccupation de l'échelle humaine. Quel est le rapport avec l'échelle humaine? Et on a fait cette installation qui c'était des coupons mis une contre l'autre et après tombés en or. Quelque chose qui était assez petit quand on l'a mis dans la grande arche à Venise, mais qui en réalité il était gigantesque quand il était en construction. Il nous a intéressé, on fait des bateaux au nord du Portugal, parce que c'était de double cours, que c'était difficile à faire en acier. Et pour nous, c'était cet intérêt d'exploiter cette idée des espaces, des vides qui pouvaient se toucher pour faire l'espace. Alors, c'est 2 cupoles, une contre l'autre, et ça fait le grand vide de l'installation. Après, bien sûr, c'était intéressant aussi cette communication de la présence de l'or. L'or, c'est toujours quelque chose qui nous amène à cette représentation. Ici, on utilise l'église à la place de Saint-Marc à Venise, mais c'est cette présence de l'or qui est aussi une communication culturelle qui nous on était intéressés à la mettre à Venise. Et cette idée que le réflexe de l'eau en or pouvait se déplacer
dans Venise et avoir cette communication. Une autre, c'est cette installation qu'on a fait après, dans une autre présence, c'était cette idée de définir des espaces par la compression. C'est-à-dire, nous, on sait si on a vraiment une compression, ça nous fait définir un espace. On n'a pas vraiment besoin d'une limite physique. Une limite peut être seulement une perception. Et ici, on a dessiné un espace qui avait une faille tout autour, et dans cette faille, il y avait ces différents espaces. Vous voyez, c'était une salle qu'on entrait, et on avait toutes les différentes failles, quelques-uns des projets qu'on était en train de faire, d'autres qui étaient des projets qu'on a imaginés et qui n'étaient pas là, et une des failles était dessinée par un étudiant qu'on avait là, cette année, là, on avait cet étudiant, et on a demandé cet espace pour le représenter dans notre installation. Et vous voyez, ça c'est la façade du tout. Les présences, celui-là, c'était très, très beau, là, c'était d'un étudiant, notre étudiant à l'Ontario. Mais vous voyez, il y a des présences, on reconnaît la mosquée de Bordeaux et d'autres, et surtout on reconnaît, après ce qu'on a fait ça, c'est une installation qu'on a fait pour un musée, c'est quelque chose qui a 100 tonnes de marbre, qui s'appuie dans 3 points, comme le musée de Lausanne, que je voudrais vous montrer après, mais c'est ces 2 pierres gigantesques qui font cette faille, et que cette faille a vraiment la puissance de l'espace. Et après ça, dans l'installation à Venise, c'est bien représenté comme ça dans la salle. Une autre, c'est Field. Field, c'était une préoccupation qu'on travaillait beaucoup sur cette idée de représenter les espaces pour d'autres conditions. Les auteurs, le primeur, tout ça qui ont été intéressés. Et on a fait une installation, c'était en animaux étranges métalliques, qui avait un espace à l'intérieur. Vous voyez, c'était cet espace métallique, c'est sans forme, qui avait seulement, on dirait, un intérieur, comme c'était la tête pour voir cet intérieur. Et on a travaillé avec des produits différents pour avoir une sorte d'ambiance complète, une ambiance qui était peut-être des fleurs, des odeurs, des choses qui avaient provoqué une sensation sur cette spatialité qui en était intéressant à introduire. Alors, c'était un petit peu comme ça. La dernière installation, c'était une installation qui était au sol. Ça, c'est aussi un hommage à Luigi Snosi, parce que la dernière fois que j'ai vu Luigi Snosi, on était là, dans la Biennale de Venise, il m'a dit, on ne fait pas jamais des réactions à l'architecture qui existe déjà ici. Alors nous, on a décidé de faire un sol entre les rails métalliques, et on a dessiné un sol sur 30 mètres de longueur, qui c'est un sort vous voyez là, à l'intérieur, là, c'était là, alors entre les rails, on a mis là notre installation, et c'est un sol qui parlait d'architecture. Il y a des sols très riches, je pense toujours à Piccionis à Athènes, sur ça, mais on était intéressé à dire on peut faire une recherche d'architecture, une recherche des espaces mis dans le sol. Et on était intéressé à faire passer les personnes sur cette sol dans l'arsenal. Bon, je passe maintenant à des projets avec des différents matériaux. Je commence par le bois, et c'est une petite maison qu'on a fait, la maison plus petite qu'on a fait. C'est une cabane, d'un cabane si vous voulez. Mais c'est un endroit très intéressant parce que c'est un endroit où on a cette installation, c'est un port de fleuve qui a 500 ans d'existence, mais dont toutes les constructions ne durent pas plus que 30 ou 40 ans. Alors, c'est-à-dire que l'idée de la construction ici, c'est plus permanent que la physicalité de la construction. Ça nous a intéressé beaucoup,
et on a eu le droit de remplacer deux de ces petites installations pour faire une maison. Et on a dessiné une maison qui est un petit peu en pierre ici, pour faire la liaison à l'eau. Et après, on a fait un endroit pour dormir, une petite salle là. Après, ils sont les deux espaces, ils sont différents. Il a l'espace qui fait une forme protective vers l'entrée, c'est pour dormir, et l'autre qui s'ouvre, c'est celui-là qui c'est la salle. Donc, vous voyez les deux inclinations qu'on a ici. Après, dans le plan, ça c'est le pour dormir, et dans le plan, vous allez voir, c'est ça la relation entre les deux avec cette liaison à l'eau. Ici, vous voyez, il a l'espace pour dormir, c'est très très petit ça, et il a une chose qui est très intéressante, c'est là seulement en switch, je sais pas, on entre et là, on, off sur la lumière, rien d'autre. Parce que moi, c'est une obsession de quitter toute la technologie d'ici. Mais ici, il a ça, en bas, et ça s'ouvre comme ça, et ça, c'est une douche pour vers l'extérieur. Et après, ça, c'est la chambre. Ça passe pas? Ça passe pas. Ça fait un bruit, mais ça passe pas. Mais cette construction, on a aussi utilisé une chose, c'est... Passe déjà? Ah, merci. Mais on a utilisé aussi une chose, c'est on a seulement utilisé des bois récupérés d'autres chantiers. Et ça, c'est le côté intime. Il a un côté intime, on a ce côté intime, il y a des moustiques, alors on a aussi protégé, mais ça, c'est le côté intime de la maison. Et après, ça, c'est, vous voyez, la relation entre les deux espaces, la salle et ici la chambre, qui se ferme cette porte, s'ouvre celle-là, et on a une douche là vers l'extérieur. Après, la salle, elle est la même chose, on a un espace très simple et ouvert, qui s'ouvre vers l'extérieur d'une façon très, très directe. Avec ça, tout son bois, et ça, tous les nécessités viennent de l'intérieur du meuble. Une autre maison, c'est une maison qui a fait ça se bois, on passe aux briques. Ça, c'est une maison qu'on a fait en briques, c'est une maison gigantesque en réalité. Et ça, on a commencé par la définition de l'implantation. Comme c'était un terrain infini, c'était un énorme terrain, on a dit on fait en carré, parce que le carré, c'est la forme la plus simple en architecture. Alors on a dit on fait en carré dans ce terrain, on a trouvé un plateau pour installer la maison, et la maison, elle est un petit peu comme une ruine. On a pensé qu'on va dessiner une structure qui peut évoluer dans le temps, qui peut changer dans le temps, mais on dessine une sorte de première proposition pour l'avenir. Alors, on a fait tous en briques, on a utilisé 470 000 briques faites à la main, sans une seule correction dans tout le bâtiment. Alors, et ça, c'est la maison, vous voyez, il a des espaces intérieurs. Alors, la maison, on entre, il y a une cuisine, réception, salle. Ici, c'est la bibliothèque, des chambres, des petits chambres. Ça, c'est un patio avec une piscine privée du chambre principale. Des patios tout autour. Après, d'autres pour les invités ici. Une salle de jeu, salle principale. Et après, il y a tout ça qui sont des différents patios. Ici, un patio pour cuisiner, une salle à manger extérieure, le patio principal avec la piscine principale, le patio de l'arbre, des patios avec les différents plans et des différents odeurs et couleurs tout autour. Et après, ici, c'est le petit patio de la piscine petite. Bon, mais on pense que ça peut toujours évoluer, ça peut toujours changer, on peut toujours couvrir et faire de nouveaux espaces. On peut toujours changer cette idée. L'idée, c'est la permanence. C'est une idée de permanence
qui peut changer. Même, on peut changer les murs parce qu'on a les règles pour tout changer. Et ça, c'est pendant la construction, vous voyez, il a déjà des patios en pierre pour les piscines, et après tous les patios autour, et tous les murs sont pour l'intérieur et l'extérieur faits en briques. Vous voyez, c'est le sol en briques, les murs, tous les murs en briques. Ça, c'est une entrée avec la piscine. On voit l'autre côté, c'est toujours cette enfilade d'espace fait par ces murs. Toujours la même dimension d'ouverture. Un projet un peu obsessif. Et après l'implantation, alors la végétation a aussi un rôle très important parce qu'il y a des différentes odeurs, des différentes couleurs qui nous intéressent. Après, à l'intérieur, c'est exactement le même matériel. Il a aussi le bois, il a des grandes pierres qui ont une dimension par rapport à la dimension du brique et les détails métalliques sont faits en bronze. Une autre maison, on passe au béton. Une maison, c'est dans son bois qui a beaucoup changé. Alors ça, c'était sud du Portugal. On a fait un énorme lac. Et cet énorme lac a mis dans le lac la maison existante. Et les propriétaires ont eu le droit de construire une maison au bord du lac. Nous, on ne voulait pas déranger vraiment le terrain. Alors on a pris deux décisions. On va utiliser la différence topographique pour installer la maison, première condition. La deuxième condition, on va construire avec un béton fait avec la couleur de la terre, et bon, les matériaux locaux, mais avec la couleur de la terre pour vraiment intégrer la maison dans le paysage. Parce que même si on avait le droit, on sentait que c'était un paysage très très protégé et qu'on ne voulait pas déranger. Alors la maison, c'était du début, on a dit, on va faire au sud du Portugal, une maison patio. Alors, en maison patio, c'est quoi? C'est une maison qu'on construit autour d'un patio. Mais normalement, les patios, ils ont une relation entre le sol et le soleil, le ciel, non? Entre le sol et le ciel. Mais ici, parce qu'il n'y a pas d'orientation, l'orientation, c'est la maison elle-même. Et ici, on avait une orientation, on a dit, on a l'orientation vers le lac. Le lac, c'était la vraie orientation. Alors, on a dit, on fait un patio pas vertical, mais en patio horizontal. Et on a imaginé un grand porche pour nous adresser, pour nous vraiment avoir une relation directe avec le lac. Et ça, c'est une représentation qu'on adore, c'est une grande ruine qui existe au sud de Naples, longtemps, dans une grande construction romaine, et qui fait exactement l'ambiance ou la direction qu'on voulait faire. Et on a décidé la maison comme ça. Et la première chose a été choisir l'endroit. Alors l'endroit à la distance juste du lac, à la distance précise du lac. Et on a commencé pour dire, on va commencer pour dessiner cet espace extérieur. Alors après, avec la liberté d'avoir la possibilité de couper la coupole dans la dimension anglaise, on ouvre dans cette coupole une salle, une grande cuisine, salle à manger, qui sort du grand espace de coupole, et comme ça, avec une grande profondeur, on a dit, on fait de la coupole, on la coupe avec une coupole dans l'autre sens, et on ouvre en une lumière qui peut entrer là à l'intérieur. Après, on peut penser aussi au Panthéon, on peut penser à beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'amener la lumière plus à l'intérieur de cet grand espace extérieur couvert. Après, on ouvre la circulation, et ça, c'est l'entrée, parce qu'on entre par le toit. Et il y a après deux patios plus petits, des patios qui font l'illumination et la ventilation des chambres à dormir. La couverture, on avait cette idée de pas un très petit impact, alors c'est dit, on couvre avec du terrain la couverture, c'est du terrain, et la seule chose qu'on ouvre sont ces deux petits espaces-là qui n'ont pas la taille d'une maison, qui sont vraiment des petits espaces, sont les trous dans ce terrain-là. Et ça, c'est une première image. Alors on arrive, on descend par cet escalier,
on a les deux petits espaces qui font l'illumination des 3 chambres de la maison. Et ici, on a cette couple qui nous ouvre le patio vers l'espace en bas. Et tout ça, c'est intégré dans la topographie et regarde le lac dans cette direction. Alors, comme section, l'entrée, les 2 cupoles qui s'interceptent et ces espaces qui sont ouverts dans cette coupole qui font des espaces négatifs qui font les grandes salles. C'est ça à la fin. Alors ça, c'est l'espace de la salle. On regarde ce côté-là. Et vous voyez, c'était les couleurs de la nature et cette idée d'avoir un espace très fort, très, très puissant, qui vraiment est creusé, qui a c'est un grand espace négatif, mais dans cette construction. L'entrée, il a le bois, parce que toute la maison elle est en béton, et on a le bois pour donner une autre ambiance de la maison à la maison, à la construction. Vous voyez alors la présence du bois naturel. Les 2 fenêtres qui s'ouvrent complètement pour vraiment avoir cette sensation de la coupole, on a ça comme des espaces négatifs. Et après, les patios pour l'illumination, ils ont cette taille blanche pour avoir plus de réflexion de la lumière. Et c'est ça, ce sont ces petits patios tous blancs pour avoir plus de lumière à cet intérieur. Et ici, c'est une image de cuisine, aussi une négative qui entre avec cette fenêtre qui s'ouvre complètement. Le négatif de la salle avec la lumière, cette ouverture, ce n'est pas seulement lumière, c'est ça. On a de la pluie, c'est l'ouverte. Et la salle, ici, ouverte. Et cette relation qu'on voulait faire de ce grand espace couvert vers cette nature qui est autour de nous. On passe au blanc, comme 4e matériau que je apporte aujourd'hui, et c'est la récupération d'une ruine de l'autre côté du fleuve. Alors, c'est Barreiro, c'est une ville industrielle, l'autre côté, c'est Lisbonne, il a le fleuve, et après, côté sud, il a Barreiro. Et nous, on est allé trouver des espaces industriels pour un client. Il a décidé de les acheter les 2. Alors, on a plus ou moins 10 par vente dans chacun de ces constructions, un petit peu en ruine. Alors, on a, au final, vente par vente mètre ici. Ici, l'idée, c'était clair, c'était récupérer ces murs, c'est l'existence, il n'y avait rien d'autre à récupérer. Alors, récupérer ça et construire une maison dedans, complètement indépendant de ces murs-là. Et les murs, c'était une sorte de muraille protective, et la construction, c'était quelque chose d'indépendant, et qui avait en terrasse, parce qu'on est très proche du fleuve, et on a une vision incroyable du terrasse vers le fleuve. Alors, c'est ça en section, vous voyez. Alors, la récupération des murs autour, on se détache des murs de la construction, on fait les petits espaces autour, les chambres en haut, la grande salle ici, et ici, toujours, ici, il y a une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est toujours cette condition qu'on dessine quelque chose qui nous donne un négatif d'un côté, la piscine, et là, dans l'autre côté, il nous amène à avoir une sorte de baleine dans l'espace. Et c'est ça qui nous intéresse, cette idée de dire que quand on fait quelque chose, on a une condition et une autre condition. Et après là, on a une terrasse, et de cette terrasse-là, on a une vue incroyable vers le fleuve et Lisbonne. Ça, c'est la construction, parce que ça, c'est une ville industrielle navale, et ça, c'est la construction. Alors, on a fait ça comme en bateau, mais à l'envers. On a fait pas l'intérieur du bateau, on a construit en bateau, mais en l'envers d'un bateau.
comme ça, et après on a mis le béton sur ce bateau construit à l'inverse. Après c'est ça, la piscine, vous voyez, la récupération des murs, une maison indépendante, alors les jardins, les escaliers qui montent d'un côté et de l'autre pour arriver à cette terrasse, et la présence de cette condition négative qui nous fait la piscine. À l'intérieur, c'est le contraire, c'est le grand vide avec cette baleine dans le toit. Et ça, c'est la construction qu'on a fait au final, parce que c'était un espace très difficile à contrôler. Alors, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a fait une grande maquette pour avoir une approximation à l'espace. Et cette construction, on l'a fait en final. On avait l'espace, les deux escaliers, la baleine dans le toit, et on a construit cette petite construction, c'est les espaces d'accueil de la maison, et on a dit qu'on l'a fait à la fin pour vraiment mesurer l'espace intérieur. Vous voyez ici, là, sur les ambiances qu'on a dans la maison, alors cette surprise, cette présence claire des volumes, plutôt avec cette image de la lumière, c'est plutôt comme ça. Alors là, vous voyez que c'était toujours une illumination assez différente de ces espaces qui sont cette surprise avec la lumière qui ouvre dans la maison. Après, on arrive tout le toit, et on a cette présence, ça c'est en continuation de cette couverture qui entre du pétrole très sombre dans l'eau. Et après, à la fin, on a ajouté cette mur-là. La propriétaire nous a demandé ces murs-là pour... et nous, on a fait cette sorte d'hommage à la ville à Malaparte et à le mépris, le film Mépris, vous comprenez. Alors, et ça, c'est la maison. Alors, la maison, comme vous voyez, ça, c'est le fleuve, là. Et ici, on part dans cette direction-là, à Lisbonne. Alors, ça, c'est très intéressant pour cette terrasse, là, une vue incroyable vers le fleuve. Je vous montre maintenant deux projets d'une autre taille. Le premier, c'est l'école d'architecture à Tournai. Et Tournai, c'est une ville, vous la connaissez, mon nom c'est Belgique, mais elle était France, jusqu'à pas longtemps. Mais c'était une maison qui a été complètement détruite, sauf le centre historique médiéval. Alors, ce centre-là médiéval, c'est très intéressant. Et l'école avait une idée qui c'est assez bien, il voulait se déplacer à la ville. C'était une école construite hors de la ville, il voulait se déplacer au centre-ville. Et par ça, nous, on était intéressés à dire, si on est intéressé à venir au centre-ville, bien sûr qu'on va essayer de comprendre le centre-ville, les choses intéressantes du centre-ville qui nous amènent à avoir cette qualité pour avoir cette envie de venir au centre-ville. Alors, ce qui nous a intéressé beaucoup, il y a deux choses qui nous ont intéressé principalement au centre-ville de Tournai. La première, c'est faire des espaces très clairs, mais avec des choses très différentes. Si vous voyez cette place-là, elle est faite par des trois façades qui ont construit à des époques complètement différentes, mais qui font un espace évidemment très clair dans l'intérieur. Tout ça nous a intéressés. Alors ça, c'est à côté de l'église. Et cette idée qu'avec des choses différentes, on peut faire des espaces assez clairs. La deuxième condition, c'est cette idée de la surprise de l'architecture médiévale, de l'architecture historique, c'est avoir cette condition où c'est pas tous des règles, on a des surprises, on passe en arche, on change de dimension, on change d'échelle, très rapidement dans cet endroit, et ça c'est toujours très, très riche dans la vie d'une ville. Et nous, on avait, ça c'est une première image du concours, on avait aussi un sujet très intéressant dans le concours. Il n'avait pas d'argent. Alors, il n'avait pas vraiment d'argent.
Et c'est-à-dire que ça, c'est aussi intéressant parce que ça dessine aussi. Et notre réaction dans le projet a été de dire, si on n'a pas d'argent, ce qu'on va faire, c'est conserver tout ce qu'on peut. Et le concours, c'était obligatoire de conserver là, le vieux convent, là. Mais nous, on a décidé de récupérer les bâtiments, même les bâtiments. Moi, je prends celui-là parce que ça ne fonctionne pas. Ah, oui. Conserver aussi les autres bâtiments industriels et dire on conserve tout ce qu'on peut. Même au début, on conservait cette maison qu'après, dans le projet, on a trouvé qu'elle n'était pas possible de conserver. Mais on a dit on conserve tout. Et ce qu'on fait, c'est l'auditoire parce qu'on ne peut pas. On n'a pas d'espace pour faire l'auditoire dans les espaces existants. Et on fait un bâtiment que c'est la liaison entre les autres bâtiments et la circulation verticale. En même temps qu'on fait un espace gigantesque central, parce qu'on a cette idée que pour une école d'architecture, la chose plus importante, c'est avoir un espace que personne ne peut éviter. Alors, c'est-à-dire que où tous les étudiants, tous les professeurs et les étudiants se trouvent d'une façon informée. Et on était intéressés vraiment à proposer cet espace central, et c'était ça. Alors, on a proposé cet espace circulation et cet auditoire qui fait la liaison entre, je dirais, tous les bâtiments qui existaient. En même temps, on était intéressé à formuler une idée claire sur l'idée de l'architecture. Alors on a dit, on fait un archétype d'une maison en négatif. C'est-à-dire, c'est une communication rapide, dire ça, c'est une école d'architecture. Il nous intéressait beaucoup cette forme-là, cette négatif-là. En même temps, comme je vous disais, il n'avait pas d'argent. Et la construction des bâtiments ici, ils ont une chose incroyable qu'ils utilisent, cette pierre bleue, c'est très très belle, et le prix. Nous, on n'avait pas d'argent pour le brique ni pour la pierre bleue, alors on a pensé, on donne la forme, on donne la configuration spatiale, et on prend des matériaux utilisés déjà dans les autres bâtiments, le valeur, pour amener en valeur à notre projet. Le projet, il est assez simple, comme vous voyez. On récupère tout qu'on avait. Ça, on a à la fin préparé cette maison pour ça. Mais ce qu'on fait, c'est une entrée. On était intéressé aussi à faire la maison, que le bâtiment soit une liaison entre les rues, pour dire tout le monde doit passer pour l'école de l'architecture, pour cet grand espace convivial ici, et tout le monde peut utiliser aussi le cours d'îlot comme le grand jardin. Alors vous voyez, c'était cette grande ouverture. Si on a fait cet espace, c'est lié à tous les espaces autour, et on a construit cette grande ligue, et on habite dans le vide le petit amphithéâtre. En haut, on a dit que cet espace doit être vécu à plusieurs étages. On a fait cette couloir-là qui regarde à l'extérieur et à l'intérieur de ce point-là. On a mis ici un petit coin ouvert pour faire les grandes conférences. Alors, on a imaginé Jean Nouvel. Et Jean Nouvel, pour un auditoire de 300 personnes, ne fonctionne pas. Cet espace a la capacité de 1000 personnes. Alors, on a imaginé un balcon pour Jean Nouvel, avec une grande en mur pour la projection des diapos. Alors, et ça, c'est ici, mais l'idée, c'est de dire, on peut vivre cet espace convivial central de l'école à plusieurs étages. On a encore un troisième étage qui fait aussi de nouveau des circulations. Il y a après une circulation verticale et une autre circulation verticale. Alors, ça, c'est l'entrée. L'entrée qui a aussi, c'est en récurse, fait cet espace. Cet espace est aussi important pour que les étudiants puissent arriver en voiture, déposer ou prendre les maquettes. Il entre par là et il entre dans cette centre. Cette centre qui a ça c'est l'angle qu'on regarde à l'intérieur
à l'extérieur et à l'intérieur, qui fait aussi le passage de l'échelle, de cette grande échelle plus abstraite à l'échelle du convent. C'est fait par cette petite fenêtre-là. Ça, c'est en terrasse qui regarde la cathédrale d'ici. Ça, c'est l'entrée et la grande entrée dans le grand hall de l'école. Ça, c'est la petite chose qui nous donne ce passage d'échelle à l'échelle du convent. L'entrée, alors de ce côté, et dans l'autre rue, on a la même stratégie, mais on change l'échelle, bien sûr, pour cette échelle, d'une rue beaucoup plus résidentielle. Alors, on a fait les liaisons et l'échelle, on a changé l'échelle pour se lier à l'échelle résidentielle de la petite rue en arrière. Ça, c'est cette petite échelle quand on arrive à ce côté-là. Et vous voyez ici, la section, c'est cette idée de dire, on fait un grand espace. Ici, c'est l'auditoire à l'intérieur d'un vide qui continue l'espace du grand foyer, les circulations verticales d'un côté à l'autre. Et ici, de nouveau, l'auditoire qui prend la lumière, pour amener la lumière et pour faire indépendant l'auditoire du grand foyer. Ça, c'est le petit espace. Alors, la liaison à la rue en arrière, cet espace ouvert, ça, c'est des liaisons à d'autres bâtiments. Ça, c'est le petit espace pour Jean Nouvel et le mur de projection. Vous voyez là. Ça, c'est illuminé en arrière. Alors, la lumière qui entre par là monte par ici. Alors, on aura l'orateur illuminé par arrière. Et ça, c'est le grand espace si on regarde dans l'autre côté. Alors, la liaison à l'ancien convent, l'ouverture qui est vers l'angle dans le patio et vers l'intérieur, l'auditorium qui est indépendant d'ici, la lumière qui entre pour faire vraiment ça indépendant. Et ça, c'était une chose qui a été très intéressante dans le projet. C'était nous, on a dessiné cet escalier, cet escalier principal, mais les plombiers nous ont demandé d'élargir l'escalier. Nous, on n'était pas d'accord parce que l'élargir c'était compliqué. Et on a eu cette idée de dessiner un escalier dans l'autre escalier. Alors, on a un escalier central et un escalier plus léger. Et les escaliers sont dessinés d'une façon qu'on voit en bas, de la même façon qu'on voit en haut. Alors, et à la fin, on a dit, ça, c'est des escaliers des stressés, et ici, l'escalier des amigos. Alors, vous pouvez toujours choisir. Et vous voyez l'escalier, ça commence et termine, et la présence de l'escalier, les deux escaliers qui tournent une et l'autre se tourne comme ça. Je passe maintenant le musée ici proche, à Lausanne. C'était un musée dessiné dans la plateforme 10. Quand on a fait le concours, il avait déjà le projet de Barros-Iveg, pas construit, mais dessiné, alors c'était une préexistence. Il avait cette grand vide et qui terminait là où on devrait faire les deux musées, parce qu'il y a un musée de photos et un musée de design. Et les deux, on pouvait faire deux bâtiments, on pouvait faire tout. Mais nous, on a décidé d'utiliser vraiment ça et concentrer vraiment ça, parce qu'il y avait déjà trop d'occupation de cette plateforme. Nous, alors, on a dit, on se met vraiment dans le terrain. Et on a décidé de dire, la première chose, ce qu'on a décidé, c'est de dire, on va se mettre là, et on va utiliser la différence de niveau entre le côté haut et le côté de la plateforme, qui ça fait 2 étages, pour mettre le plus de surface possible. Et la seule chose qu'on va dessiner et faire devenir à l'extérieur, c'est la partie publique, c'est-à-dire le foyer, une salle en haut, une salle en bas, mais c'est seulement la partie publique qui sort d'une certaine façon du terrain. L'autre condition qu'on a partie du début, c'est dire, nous, on a dans le concours 2 musées à faire. Mais la réalité, c'est qu'il y a
3, 4 musées dans cette plateforme. On avait déjà 7 musées-là, maintenant on aura un autre ici. Alors, on dirait, l'extérieur, il est déjà le centre du musée. On ne peut pas choisir. Le centre du musée, il est déjà à l'extérieur. Alors, on a pensé, on fait un prolongement de cet extérieur vers l'intérieur et le musée devient comme ça. Alors, on a pensé, on a l'extérieur, on prolonge l'intérieur vers l'intérieur, on fait un musée du design qui a besoin de beaucoup de lumière illuminé par la toiture, et on fait un musée en bas, comme ça, pour la photo, pour la protéger. Et après, on dessine cet espace entre les deux musées, qui c'est les foyers, où il y a l'espace tout, là, les billets, la cafétéria, la librairie. Et c'est ça, alors, on prolonge ça vers l'intérieur, on a une transparence totale, c'est-à-dire tout autour, et autour de notre musée, il y a toutes les autres surfaces qui ont été nécessaires pour les cacher, pour ne pas déranger trop les personnes qui habitent autour de ce musée-là. On a dessiné cette grande faille, entre les deux masses construites. Et c'est comme ça, alors on entre, on peut passer, il y a la transparence tout autour, et c'est une construction, alors vous voyez ici, en même temps, toute la construction qui est autour, qui en s'en va, qui s'est intégrée dans la différence de niveau. Et ici, on a 3 points d'appui. C'est-à-dire qu'on a dit, ça c'est en construction 50 par 50 mètres, plus ou moins, et on a dit le minimum de points d'appui, ils sont 3 points d'appui. On a utilisé une structure très complexe, en métal comme une arbre, pour tenir le sol du musée de design. Mais comme on avait cette mur incroyablement lourde autour, on a fait aussi une structure qui c'est le plissé de la toiture, qui tient par compression les murs autour des façades. Il y en a ça, on a dessiné ça avec les 3 points d'appui, et après, on ne voulait pas avoir des appuis. Alors, on a dessiné une topographie dans la toiture, une topographie dans le sol, qui contient tous les espaces nécessaires, et l'intersection entre ces 2 topographies nous amène à avoir ces 3 points d'appui où toute la structure et toutes les infrastructures doivent passer. Et c'est ça, alors, vous voyez, c'était cette idée de cette topographie, les 2 topographies qui se touchent dans des points précis. Vous voyez, c'est ça, cette idée de cette plissée qui nous amène à transporter le poids des façades jusqu'à le sol. Et après, ça c'est très simple, on entre dans cet espace, on monte en étage et on descend en étage. Ça pour nous c'était aussi important parce que vous savez que c'est pas facile de mettre les gens dans un musée. Alors nous on était intéressés de dire c'est une continuation très banale de la promenade dans la rue. On entre dans ces espaces et d'une façon très simple, on arrive au musée, soit le musée de design, soit le musée de photographie. Et vous voyez, les 3 appuis, ça ne compte pas avec les appuis de l'escalier. L'escalier ne touche pas, alors les escaliers sont toujours en positif qui arrive en négatif à la moitié. Vous voyez, ça c'est l'espace protégé avec 3 patios dans l'étage de la photographie et ici un espace complètement libre, complètement transparent dans la toiture pour le musée de design. Alors c'est ça, c'est un espace qu'on arrive, on descend en étage en musée, on monte un autre étage pour un autre musée. En bas, c'est cet espace qui a ces 3 patios, là. Ici, on a ajouté, ça c'est la grande transformation du projet,
on a ajouté une librairie qui s'ouvre aussi sur ce patio-là, qui on descend par ce noyau-là, on descend, on arrive à cette librairie. Et ça, c'est les escaliers qui ne touchent pas les autres, là. Et on arrive à cet espace qui a l'illumination des 3 patios. Et c'est complètement ouvert. On va après faire les scénographies qu'on veut pour les différents expos. Ça, c'est les escaliers qui nous amènent à la bibliothèque. C'est comme ça, on arrive comme ça à la bibliothèque. Et on a après un espace qui s'ouvre vers le patio. Et ça, c'est ce qu'on descend. Si on monte, on a cet escalier indépendant. Il y a une petite différence entre la dernière marche positive, les premières marches négatives, là. Et on monte, on arrive à cet espace complètement libre, qui a seulement les 3 appuis et l'escalier. Et nous a été, vous voyez, c'était cette idée dans l'espace complètement libre pour faire n'importe quoi. Et après, nous a été demandé de faire une fenêtre. Ça, c'était la partie plus difficile du développement du projet parce qu'on ne savait pas comment l'ouvrir. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la stratégie de cette topographie. On a monté la topographie plus haut que le sol de ça. Vous voyez là. Et comme ça, on a obtenu une ouverture là, dans cet angle-là. Vous voyez là, en bas, en haut. Alors c'est ça, cette faille, la faille a monté jusqu'à plus haut que le sol. Et ça nous a permis d'avoir une fenêtre qui, bien sûr, était super parce qu'on voit le chemin de fer, le lac et les montagnes au fond. Montons, vous voyez, c'est près ça, c'est le résultat du projet dans le site. Maintenant, je fais très rapidement des géographies différentes, des projets, 3 images par projet, des géographies différentes. Ça, je commence par Portugal. C'est une maison, c'est la maison plus longue qu'on a dessinée. C'est une maison qui fait 250 mètres de longueur. C'est assez grand. Et c'est une maison dans un terrain, parce qu'on a commencé par l'Île-Loire, parce qu'on a un terrain à 1 km de longueur qui a le droit de construction dans une ligne de 20 mètres de longueur pour 7 km. Alors on a dit, on fait ça, on suivit les règles et on fait cette maison, la maison plus longue que je connais. Au moins, je ne connais pas une maison plus longue que celle-là. Mais on a dessiné ça, on a dit, on fait cette maison-là. Et ça, c'est une maquette d'une version. Alors vous voyez, il y a 8 corps. C'est une maison de 8 chambres. Il y a une piscine là de 25 mètres. Après, il y a la salle commune. Et après, il y a la première chambre. Et après, 7 chambres en plus pour chambre. Chambre, un petit peu plus grande que chambre, mais il a cette dimension gigantesque, toujours avec des patios privés à chaque espace. On a toujours un patio privé. Et on a fait ça, c'est très, très, très répétitif. On a ajouté, bon, je n'ai pas né, mais ça, c'est une maison qui a beaucoup de versions. Maintenant, la version finale, il a toujours une cheminée à chacune des volumes. Une cheminée qui, ce n'est pas une cheminée, en réalité, c'est un grand lanterneau qui nous amène à avoir 5 mètres et demi sous la douche. Parce que oui, c'est vraiment... La douche ici, en chaque douche, on a 5 mètres et demi sous la douche. Là, ça fait la marcation aussi verticale. C'est très populaire là d'avoir ces grandes cheminées. Et on fait ça, et après, on dessine ces patios qui font la différence. Et tous les patios ont, bon, c'est octogone, en hexagone, en triangle, c'est un jeu de mathématiques pour dessiner les différents espaces. Ça, c'est l'image du côté populaire de cette formation du sud du Portugal. On a toujours ces maisons, une à côté de l'autre. Quelquefois, il y a beaucoup de maisons, une à côté de l'autre, toujours avec ça, son élément vertical très, très, très marqué. Et ça, c'est le projet, comme vous voyez, le projet plus final, c'est le projet final. On avait ça, ces grands
espaces, les douches dans tout, et qui marquent toujours cette verticalité qui nous fait aussi dessiner la différence de niveau dans chacun de ce projet. Et ça fait d'ici à ici de 150 mètres. Vous voyez, c'est ça la protection. Et ici, vous voyez que c'est le cercle. Bon, après, c'est une mathématique instinctive. C'est une mathématique, c'est précis, mais je ne sais pas pourquoi que c'est précis. Mais c'est précis, je peux le dire. Et à ça, ça nous donne les patios qui font la différence. Et bien sûr, chacun a ses patios. Par exemple, si on prend un exemple là, on a la salle là, chambre avec un patio privé et une salle de bain aussi avec un patio privé. Maintenant, on passe en Inde. Inde, on est en train de faire une maison pour un designer très connu qui nous a commencé pour inviter au mariage de sa sœur dans ce palais-là. Et nous, on a dit, bon, s'il nous a invités à venir ici pour voir ce palais-là, on va rechercher le projet, on va le faire sortir de ce qu'on a trouvé ici. Et ce qu'on a trouvé ici, c'est cette grande enfilade de colonnes, ces espaces qu'on ne comprend pas s'ils sont antérieurs ou extérieurs, et c'est cette définition entre intérieur et extérieur, l'ombre, la protection, tout ça, qui nous a intéressés. Et ce qu'on a proposé pour lui, c'était cet grand espace. Vous voyez, il a une forêt, ici, des grandes forêts, et on a dessiné la maison. Bon, vous voyez, c'était une maison absolument gigantesque, mais la maison, elle est toujours dessinée par ces empilades doubles de piliers, et après, elle est construite en bois à l'intérieur. Alors, vous avez cette enfilade de piliers, et l'enfilade en piliers, et l'occupation, c'est dessiné par la présence des arbres qui existent dans le terrain. Vous voyez, ça, c'est vraiment la maison qu'on veut dessiner. Ces colonnes, cette première structure, qui après, elle sera terminée avec quelque chose de beaucoup plus fragile en bois entre les colonnes. Ça, c'est le Brésil, il y a le Brésil. Et nous, ici, on avait un terrain comme ça, on avait le droit de construire ici, un grand jardin qu'on devait utiliser là. Là, c'est le lac à Brasilia, alors on est proche du lac, et on voulait faire une maison. Ce que l'on a commencé à vous proposer, c'est dire, on va faire, bon, bien sûr, au Brésil, on a dit, on va faire une maison pour parler avec Niemeyer. On a dit, on prend la maison Rothschild, c'est une des maisons jamais construites à Tel Aviv, mais que j'adore, c'est une maison c'est vraiment un archétype de l'architecture moderne. On a dit, on va faire une maison comme la maison Rothschild à Tel Aviv pour vous proposer une façon d'habiter Brasilia qui est tous dessinée par Niemeyer. Et ce qu'on a fait, c'est ça. Alors on a dit, ça on laisse comme le grand jardin. On dessine une grande couverture protégée par ce grand mur qui a ce patio autour là et qui c'est possible aussi monter. Et cette couverture nous ferme l'espace et en même temps on aura cette grande piscine ronde dans cette patio. C'est ça. Ça, c'est le système de la structure. C'est ces grands murs autour. Et après, comme ça ne touche pas là parce qu'on a un patio, la lumière qui entre par ici, on a ces trois éléments structurels. Et ça, c'est la structure. Et l'escalier, c'est la structure du bâtiment. Et ici, on a le patio qui après, on aura cette couverture lumière sur le dessin. C'est ça, à la fin dessiné. Ça, c'est la couverture en eau, la piscine, la relation avec le grand jardin, avec les fonds arbres, le patio ici. Ça, c'est le chambre principal, les appuis du chambre principal, la salle de cuisine, service et les chambres pour les filles. Je passe maintenant à une autre en Australie. Ça, c'est une maison, c'est la deuxième maison qu'on fait en Australie. La première,
était côté lac, ça c'est Melbourne, sud Melbourne. On a fait une côté lac, et maintenant on fait une dans un côté beaucoup plus sauvage. C'est le côté, c'est proche de cette plage-là, et c'est le côté beaucoup plus sauvage, ça c'est une forêt là protégée, et nous on va construire plus ou moins ici, mais à une certaine distance de l'eau, mais proche de cette plage, dans ce côté-là très, très sauvage, où il y a des animaux capables de nous tuer tous les jours. C'est un peu compliqué. Et nous, on a proposé une maison comme ça. Alors, on a proposé une maison qui s'est dessinée par une couverture. C'est une maison très intéressante parce que c'est la deuxième maison qu'on fait pour la même famille. Alors, ils n'ont pas de programme. Alors, ce qu'on a proposé, c'est dire, on fait quelque chose de très ouvert du point de vue d'utilisation, et on commence pour dessiner une couverture parce qu'on a cette envie d'aller regarder la mer. Alors, on a dessiné cette couverture. La couverture, elle dessine un escalier pour monter, un espace qui monte plus haut pour aller voir la mer, on va avoir envie de voir la mer, et qui dessine aussi une dépression ici pour faire ici un espace plus intime dans cet coin-là. Et c'est ça, alors vous voyez, c'était cette idée de monter, ça nous donne un espace central dans la salle, à l'intérieur de la salle, et ça nous donne cet coin à l'extérieur de la salle, cet côté plus intime de cet endroit-là. On était aussi intéressés parce que le soleil vient par ici, et la mer venait dans l'autre direction. Alors la maison, elle a une grande transparence, elle a aussi un étage après, en arrière, on descend et on a les chambres. Mais ce côté-là, on a seulement un étage, on a cette grande transparence que d'intérieur. Alors, vous voyez, c'est ça, et après ça descend, ça ne touche jamais. Il y a aussi, on a un étage qui regarde dans le côté mer dessus. Mais vous voyez, cette dépression qui devient extérieure, et ce grand espace qui vient, l'espace central de la salle. Une maison au Mexico, d'une sorte de... Je pense que c'est la dernière maison, mais je pense que c'est une maison dans un site que c'est le paradis. Alors, le site, c'est... Vous voyez ça, c'est une plage. Ici, cette plage termine dans la Wabi House, la maison de Tadawando au Mexique. Ça, c'est sud du Mexique, c'est Puerto Escondido. Et nous, ce qu'on fait, c'est ça qu'on va commencer par Tadawando. Ça, on a la grande plage. Et ça, c'est du nouveau une montagne ici. Et ça, c'est la dernière maison qui va être construite. C'est la maison de l'enfant plus jeune que l'artiste qui a notre maison de Tadawando. Et on va faire la dernière maison là. Et ça, c'est vraiment un paradis parce que quand on demande à quelle distance on doit être de la mer, il dit, bon, donne-nous là ce que les vagues n'entrent pas. C'est seulement ça la réponse. Oh, la pâte de verre, il n'a pas de protection pour tomber. Et c'est vraiment, vous voyez, bah, il y a une autre chose fantastique, c'est comment on fait pour déposer le projet dans la mairie. Ah non, on construit et après on dépose. Ouais, c'est vraiment le paradis pour les architectes. Mais nous, ce qu'on a proposé, c'était faire une maison très simple, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de mur, qui sont deux dalles. Il a une dalle, c'est la couverture, qui s'ouvre pour amener la lumière sur la piscine, c'est au centre de la maison. Et après, on a quatre chambres, quatre dépressions. Et les quatre dépressions ont l'espace pour mettre le lit. Et après, on a un escalier là, qui on descend, et on a une salle de bain en bas. Mais ça, vraiment, on a seulement les quatre dépressions. Une autre dépression longue, qui c'est la cuisine. Et après, ce qu'on a, c'est seulement un espace complètement ouvert entre les dalles. Vous voyez, c'est ça. C'est quatre piliers, une dalle, les dépressions pour faire les quatre chambres. Et ici, on a d'autres dépressions
on cuisine, alors on descend jusqu'à 90 cm, et on cuisine dans le sol, on dort, et on tous reste au niveau du sol, et après on a la couverture, c'est la structure qui vient des 4 piliers avec les 4 comme ça, et qui s'ouvre au centre pour faire l'illumination de la piscine. Et c'est ça ce qu'on veut. Alors, on est presque dans la mer. Merci. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Alors, moi je pense que chaque projet, on parlait de ça aujourd'hui, je pense que chaque projet commence par une question. Une question que c'est générique, vous le savez, hein, comme étudiant, on a une question, le professeur vous présentez une question, mais les questions, après on commence à travailler sur la question. C'est ça, on commence à comprendre, à essayer de comprendre quelle est la demande qui nous pose chaque projet. Et après, quand on commence à travailler sur la question, on commence à préciser la question. Et après, vous savez qu'une question que c'est la même pour tous vous, dans un groupe d'étudiants, après, ça devient très précis, parce que ça devient différent pour chacun de vous. Et ma question, c'est pas la même que la question que j'avais avant, que mon collègue, il a, et nous, on construit d'autres questions. Et l'intérêt après, c'est continuer à travailler sur la question jusqu'à un moment où la question nous amène à une précision de la réponse. Et après, on découvre la réponse. Quand on a la réponse, on dit « c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'irai préserver dans mon projet ». Après, je travaille seulement se dire « tout ce qui ne m'intéresse pas dans cette préservation, on laisse tomber. Tout ce qui m'intéresse dans cette préservation de ma réponse au projet, moi, je le garde. » Et je le garde pour être toujours plus clair. Parce qu'un processus d'un projet, vous savez qu'il y a des projets qui durent... Bon, il y a des projets qui durent 20 ans, mais un projet normal, ça dure, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est long, le chemin. Et ce chemin-là, il a beaucoup d'attaques. Et un projet, c'est un organisme fragile. Et l'idée, que l'idée soit claire et stratégique, elle est nécessaire pour préserver la qualité du projet dans tout le temps, dans l'avenir du projet. Mais ce qui nous intéresse, c'est de travailler toujours dans la question et essayer de renforcer une réponse qui est d'une façon unique. Alors ça, c'est le processus de travail. Après, comment on le fait comme travail, comme méthode? Ce qu'on fait, c'est qu'on fait on recherche tout ce qui peut nous intéresser. Et tout ce qui peut intéresser un architecte, c'est tout. C'est la vie, c'est tout. Alors, c'est en détail, c'est en film, c'est en commentaire, c'est en livre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi qui peut être intégré dans le processus de matériel pour le travail. Et nous, ce qu'on fait, c'est on fait cette idée, pas d'une façon systématique, c'est la vie qui nous amène ça. Et moi, dans mon cas, après, c'est différent pour tout le monde, moi, je dessine, je commence à dessiner et à écrire. Moi, je ne fais que dessiner à la main et écrire à la main, je n'ai aucune autre capacité. Et moi, je dessine et j'écris à la main pour essayer de fixer ce qui m'intéresse dans le processus du projet. Et après, on commence bien sûr à dessiner, à faire des maquettes pour avoir du matériel, pour avoir cette idée de critique. Vous savez, c'est pour ça qu'on travaille dans un processus d'un projet. On représente le projet de différentes manières, avec des dessins, des maquettes, des renderings,
pour avoir un matériel qu'on peut critiquer. Moi, je pense que c'est aussi important, c'est ça, je fais ça aussi maintenant avec mes étudiants, on écrit sur le projet, on écrit. Alors on dit, le projet est, et on dit ce que c'est le projet. Parce que ça, c'est une autre façon de représenter le projet. Et les plusieurs façons qu'on représente le projet, ils sont des approches pour la critique au projet. Et après, c'est bon, après, c'est les phases, les méthodes, le temps qui nous amène au projet. Mais c'est ça, c'est toujours ça, c'est dire, être clair, construire la clarté dans le projet et faire une recherche de tous les matériels qui peuvent nous intéresser pour le projet et après avoir toutes les représentations possibles pour le projet pour avoir des possibilités de critique et de réflexion sur le projet pour le faire devenir aussi plus précis. Et je pense que c'est ça. Autre question? Yes, Lord. Remember the old school with the roll, and then we had the beating. Well, on. Usually, you get to watch the best of the world in that one. You turn it over, you look at basketball, they didn't. The back swap inside, they might be if you did that, and you go on and so all three toilets are. That's not right. I mean, then you see it 3 minutes. J'ai besoin d'une traduction. Comment convaincre les maîtres d'ouvrage par rapport à la singularité de ton architecture? Pour être honnête, moi j'utilise exactement le même matériel pour parler avec un maître d'ouvrage que j'utilise avec vous. C'est-à-dire qu'il y a... Ce que je fais, c'est dire ça c'est votre problème, c'est ce que j'ai étudié de votre problème. Après j'ai mis, je ne sais pas, Borromini, en robinet, comment t'as intéressé pour ce projet. Je parle honnêtement d'un projet et je parle vraiment du côté, que ce soit sur un projet, et je présente le projet. Après, on a des astuces pour le projet. Normalement, ce qu'on fait, c'est une astuce du bureau, on fait des maquettes en vent. Alors, les maquettes en vent sont très intéressantes parce qu'il y a une échelle où les personnes peuvent se projeter dans le bâtiment. Alors, ils regardent, ils se voient et on va. Si on a un petit peu plus de temps, on prend même des photos des clients, de la famille du client, et on les met là dans la maquette. Et les clients, ils se projettent dans le projet, alors ils ont la sensation d'être entrés déjà dans sa maison. Et surtout, c'est une chose très importante, ils comprennent de ce qu'on parle. Ils comprennent, parce que nous, comme architectes, nous, quelquefois, on a le défaut de présenter des projets, des plans, des sections, tout ça, et on imagine qu'un client, il est capable de comprendre. Et normalement, il ne comprend rien de ce qu'on parle. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on nous donne du matériel qui, pour lui, soit compréhensible. Normalement, ce sont les maquettes, et les maquettes à une grande échelle, pour les projeter déjà dans l'espace. Mais après, je vous dis, on fait une présentation, c'est-à-dire que s'il y a des films qui ont été importants, s'il y a des choses qui ont été importantes, on les amène et on fait d'une façon très ouverte les présentations aux clients. Pour être honnête, on n'a pas eu beaucoup de problèmes avec les clients jusqu'au moment. Normalement, les clients, c'est toujours une surprise, trouver que les clients, ils sont capables soit de comprendre, soit d'apprendre. Ça, c'est très intéressant. Et ça, vous voyez ça, et cette capacité, c'est toujours une surprise. Une des questions, une raison, par exemple, que j'adore faire des projets des maisons, c'est exactement cette condition où le projet, il sait qu'il est unique, il sait que c'est pour lui et qu'il s'intéresse beaucoup sur le projet, en même temps que moi, je m'intéresse beaucoup pour le projet. Je vous dis 2 choses sur ça. Nous, on a fait le siège de la compagnie électrique à Lisbonne, c'est la plus grande compagnie portugaise, alors c'est un siège énorme, c'est un bâtiment gigantesque à Lisbonne. Je connaissais le président de la compagnie
j'ai parlé avec lui 3 fois sur le projet. Si c'était sa maison, j'aurais parlé, je ne sais pas, 50, 60, 100, je ne sais pas. Et ça fait une grande différence. L'intérêt du client sur le projet, ça aide beaucoup. Alors, et moi, j'adore ce dialogue parce que ça fait devenir le projet plus unique, parce qu'il n'y a pas 2 personnes qui sont les mêmes, alors ça fait devenir les projets toujours plus intéressants. Une autre histoire que je peux vous raconter, c'était en Suisse, qui nous a appelé l'autre jour, on est en train de faire une maison pour lui au Portugal, et il m'a dit, moi j'adore votre architecture, mais je ne sais pas bien qu'est-ce que vous faites. C'est un petit peu contradictoire, mais bon, c'était comme ça. Et nous, on a préparé 20 projets, avec, vous voyez, un petit maquette en 200, 3 images par projet, de 20 projets différents. Et ils étaient tous complètement différents. Il est venu, il a dit, mais je ne comprends pas, ils sont tous différents. Il a dit, c'est ça. Nous, on va construire votre maison avec vous. On ne va pas vous imposer une architecture, une écriture, une image, en matériel. On va arriver à tout, on va arriver ensemble. Le projet va arriver à ça, va arriver à avoir une matérialité, va arriver à avoir, je ne sais pas, tout ce qui est nécessaire dans un projet. Et je pense que ça, cette confiance qu'ils ont, qu'ils sont partis, parce qu'ils sont partis vraiment dans le projet, ça les rassure qu'ils ne sont pas devant quelqu'un qui va les imposer, parce que ce n'est pas intéressant d'imposer rien à personne. Ça, c'est aussi une autre chose que moi, je crois vraiment qu'on fait les projets dans la singularité de chaque projet, et dans ça, l'intervention du client, c'est très, très important. Et je pense que les clients, ils sont normalement, ils sont toujours beaucoup plus intéressants, plus intelligents que ce qu'on croit au début. Non, quand j'ai montré les différentes interventions qu'on a faites dans les différents biennales de Venise, c'est parce que ce sont des préoccupations centrales qu'on a à chaque moment. En 2010, on n'avait pas les mêmes préoccupations, on avait 2018, ou, je ne sais pas, 2020, je ne sais pas, peu importe. Mais ça, en même temps, ça c'est une question. Alors, on a une évolution dans les questions qu'on a intéressées, et dans l'architecture, il faut savoir tout ça en même temps. Il n'y a pas, on ne fait pas un projet par un processus d'une règle. Et je pense que quand on a une règle ou une façon de faire, c'est le moment qu'on est mort comme architecte. Hein. Alors, ce qui m'intéresse à voir, c'est toujours commencer, recommencer. Moi, j'aimerais penser que j'arrive à un projet nude et sans aucune connaissance. Tu vois, je commence avec le problème. Ce qui va me nourrir, c'est le problème. Ce n'est pas ce que je sais, ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé. Je recommence à penser tous du début. Et moi, je pense que ce que c'est intéressant en architecture, c'est exactement cette condition où tous les problèmes qu'on a en architecture, ils sont différents. Alors, il doit avoir un parcours différent. Les règles de dire, moi, je fais d'une façon, si je fais d'une façon, il n'a pas aucun intérêt. Parce que l'intérêt de l'architecture, c'est l'investigation. C'est le risque qu'on prend dans une investigation. Alors, moi, je pense qu'il faut demander pour l'architecte, c'est le risque de se tromper. Parce que le risque de se tromper, c'est le risque de faire vraiment une architecture intéressante. Moi, je te dis, quand je pars avec ce que je sais, les projets ne sont jamais vraiment intéressants. Alors, ce qui m'intéresse, c'est dire,
ce projet-là, je commence avec ce matériau, une trame, l'autre, je commence avec le temps, l'autre, je commence avec la tension, l'autre, peu importe. Chaque projet commence n'importe comment et termine sans savoir au début comment va se passer. Tu vois, c'est même, je sais pas, le projet en briques, il a terminé en briques. Il a commencé d'autre façon, il a passé pour, il était au début, on a imaginé que c'était pouvait être béton, après on a fait terre compactée, et on a terminé en briques. C'était le projet, c'était le processus du projet qui nous a amené à ça. Il nous intéressait à chaque projet isoler le problème pour arriver à une réponse. Et pas partir avec des préconceptions, tu vois, parce que si on part avec des préconceptions, bien sûr qu'on ne prend pas des risques, mais en même temps, on ne sera jamais fraîche. On sait déjà, alors on ne va pas découvrir rien. Et vraiment, le défi de l'architecture, vraiment le plaisir de l'architecture, c'est la chose plus importante, c'est ce plaisir incroyable de trouver, c'est une investigation. On trouve quelque chose. Ce n'est pas l'affaire. Ce n'est pas une chose mécanique. Moi, je sais comment se fait, ça, moi, je donne une réponse. Ah, ça, c'est ce qu'on a à 90 ans. Tu vois, à 90 ans, on peut le faire, mais avant, pas. C'est cette découverte, c'est important. Quand on a une façon de faire, quand on a une image, on est mort. On n'a aucun intérêt. Tu vois. C'est pour ça que les préoccupations, elles changent, l'accent sur les choses. Même le même projet, je peux te raconter le même projet avec un accent sur ça, un accent sur ça. Ça, c'est une chose différente. Mais les intérêts, ça change. Mais la chose principale, c'est penser toujours qu'on n'est pas intéressé à ce qu'on sait, mais on est intéressé à ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est ton valeur. C'est ce que tu ne connais pas et tu peux découvrir dans le processus d'un projet. Tu vois? Alors, je vais te répondre avec d'une façon en direct. Mais tu vas répondre, je vais te répondre. Il y a des choses que j'ai appris dans ma vie. Bon, 3 peut-être. La première, quand j'ai commencé, je faisais le projet pour le moment qu'il était fini. Tu vois? Moi, j'étais intéressé à, c'est fini, on fait la photo, Casabella, c'est fait. Non? Non, après, j'ai compris, avec le temps qui a passé, que la construction, ce n'est pas le fond, c'est le début. Après ça te donne un côté très important dans un projet, que c'est la réaction dans le temps. Ça, c'est un côté important. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que la nature, elle peut jouer son rôle. J'ai commencé comme un radical, dire la nature, c'est ce qu'on combat, et maintenant, la nature, c'est ce qu'on entend. Bon, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et c'est ça que c'est la réponse pour ta question, c'est que moi, quand on a commencé, on était très intéressés parce que l'architecture, en projet, c'est anticipation, c'est coordination, c'est programmation. Non? En projet, c'est ça, non? C'est ce qu'on dit, c'est on fait un projet pour savoir l'avenir, non? Mais au début, on était toujours intéressé à une certaine mathématique exacte du projet, le point qui touche le point négatif et positif, ça.
Mais on avait cette idée que le contrôle était tout fait dans le projet. Maintenant, on a une extension de ça, c'est dire, nous, on est intéressé au contrôle du projet, mais on est intéressé à une sorte de contrôle, c'est la quantité de liberté que le chantier va te donner. Tu vois, c'est par exemple quand on a fait une maison qui avait la toiture en paille, à un certain moment, on se pouvait poser la question, comment est-ce que je veux couper la paille pour voir l'ombre correcte? Après, j'ai pensé, non, l'intérêt, c'est dire, le monsieur qui va mettre la paille, il sait plus sur la paille que moi, alors j'ai le laisser. Alors mon contrôle, c'est de laisser la marque de liberté ou à l'ouvrier qui va faire le travail. Et ça, c'est très intéressant quand tu commences à construire et dire, intégrer la connaissance d'une maçon qui te fait faire le béton, le maçon qui te fait, je sais pas, les murs en bois. C'est cette contrôle de dire, on a le contrôle en même temps qu'on a la liberté projetée les personnes qui vont travailler dans ton chantier. Et ça, c'est intéressant parce que ça te donne le contrôle de la même façon, mais en même temps, c'est un contrôle beaucoup plus riche. Tu intègres beaucoup de quantité de conditions humaines dans un chantier. Et ça, on a appris parce qu'au début, on était maniaque du contrôle. On faisait tout blanc pour être sûr que ça va être parfait. Et maintenant, on a compris que la perfection, c'est une autre chose. Et c'est beaucoup plus riche quand on intègre beaucoup de personnes dans le processus. Et cette liberté qu'on amène à voir les autres, parce que c'est un contrôle aussi de savoir quelle est la quantité de liberté que tu peux amener à les autres pour avoir des objectifs. Donc, et ça, c'est beaucoup plus intéressant dans le décret, dans le processus du projet, que dire, bon, le contrôle maniaque, mathématique, dans le projet. Et je pense que ça, ta question elle est très intéressante. Et ça m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Comment on intègre les autres dans le projet. Tu vois? Qu'est-ce que je crois sur ça? Je crois que nous, moi je vais faire une affirmation. L'architecture, c'est un art. Ça, c'est polémique. Surtout au Portugal, c'est beaucoup plus. Mais pour moi, c'est clair. Absolument. C'est un art, mais la grande différence d'architecture comme art à les autres arts, c'est un art qui ne finit pas. C'est-à-dire que notre art, c'est préparer la condition de la vie. Nous, on ne termine pas la vie. Nous, on prépare la condition de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que la qualité de l'architecture, c'est vraiment lié à la liberté qu'on amène aux gens, aux personnes qui vont utiliser. Et nous, on sait tous que les grands espaces sont ceux qui n'ont pas une fonction. Ce sont des espaces qui n'ont pas de fonction, qui peuvent s'adapter à n'importe quelle fonction. Les espaces qui sont dessinés à propos d'eux ne sont jamais intéressants. Nous, comme architectes, on n'en pose rien. On invite. C'est une chose complètement différente. On propose la liberté d'utilisation. On ne conduit pas les sensors à faire quelque chose d'une façon directe. Et cette liberté, c'est ce que je trouve que c'est intéressant. On a compris ça très bien pendant la pandémie. Si on avait des espaces ouverts pour l'utilisation, c'était beaucoup moins
claustrophobiques, que si on était dans des espaces coincés à des fonctions. Et je pense que c'est ça qu'on fait. La meilleure école qu'on peut avoir, c'est en Provence. Ce n'est pas une école dessinée par des architectes suisses, allemands à propos de, je sais pas quoi. Moi, je parle de mes régions, sur la comparaison entre les départements. Et ça, c'est une leçon. Vraiment, ce qu'on dessine, c'est la liberté. Surtout parce que les programmes en architecture, on ne travaille pas pour des programmes. On utilise les programmes. On ne travaille pas exprès pour les programmes. On utilise une nécessité en programme pour construire quelque chose qui après peut vraiment être utilisé comme ça, mais qui après peut devenir une autre chose. Et cette liberté de ne pas devenir une autre chose nous amène une utilisation beaucoup plus intéressante, même dans la fonction principale qu'on a utilisée. Et ça, c'est important de comprendre. Nous, on travaille pour la liberté. On travaille pour l'avenir. On travaille pour... et c'est ça que c'est des espaces intéressants. On connaît ça, surtout nous, Européens. On sait que des espaces de qualité, on noue toutes les fonctions dedans, et restent encore comme les meilleurs espaces, comme les meilleures structures. Et ça, c'est le travail d'un architecte. Nous, on ne dessine pas exprès pour répondre à une fonction, on ne dit pas à les gens comment ils vont vivre, on va les proposer, on va les inviter, on va les amener à aimer les espaces et à les donner cette liberté, que c'est puissant, c'est pas fermé. Merci à vous.